Océania 21, deuxième édition, ouvre ses travaux demain à la CPS et à l'IRD. Chefs d'État et représentants de 20 nations vont tenter d'obtenir un engagement mondial pour la santé des océans. Et pour en parler avec nous, Nicolas Imbert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur exécutif de Green Cross France et Territoires. À tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue à tous, et on commence avec la deuxième édition des rencontres Océania 21. Je vous le disais, elle débute demain pour 3 jours. Au menu de ces échanges internationaux avec les représentants de 20 nations du Pacifique et d'Europe, le développement durable, la protection et la valorisation des océans. Et aujourd'hui, les rencontres ont commencé par des travaux pratiques et la plantation d'arbres sur l'îlot Canard. Brigitte Waap, Claude Lindor. La plantation des arbres symbolise aussi notre lutte et notre objectif dans cette rencontre. Une plantation comme le symbole de la lutte contre le réchauffement climatique. Chacun des invités de la région a planté un arbre avec un représentant du Sénat coutumier, des îles du Pacifique impactées par la montée des eaux et qui cherchent les solutions les mieux adaptées. Nous ne sommes pas là pour des raisons académiques ou philosophiques. Nous voulons passer à l'action. Nous avons déjà appris à utiliser les énergies renouvelables et nous cherchons également à protéger notre eau potable, notre nappe phréatique et surtout éviter le gaspillage d'énergie. L'un des objectifs d'Océania 21 est de fédérer les pays du Pacifique autour de la recherche de solutions face aux menaces climatiques. Car aujourd'hui, pour être entendu, il faut s'unir. Nous savons que de façon isolée, on a du mal à se faire entendre. La région du Pacifique, aujourd'hui, et je le redis, c'est 20 millions de kilomètres carrés. Il faut que les grandes puissances, aujourd'hui, nous entendent. Et ces travaux aussi doivent constituer et contribuer à ce que l'on puisse se faire entendre davantage. Au menu des discussions du sommet Océania 21, la gestion des déchets, l'eau potable, les énergies renouvelables ou encore la promotion des océans. Des spécialistes internationaux interviendront pour parler des avancées techniques dans chacun de ces domaines. Et nous réouvrirons ce dossier dans un instant en recevant notre invité. Nicolas Imbert, bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Donc, je le disais, vous êtes directeur exécutif de Green Cross France et Territoires, qui est présidé par Jean-Michel Cousteau, c'est cela? Et donc, un mot de cette association. Green Cross, en fait, est un enfant de Rio 92. Notre association a été créée en 1993 par Mikhaïl Gorbatchev et le commandant Cousteau, qui, on le sait peu, avaient tous les deux la difficile mission de modérer les discussions climat de Rio 1992. Donc vos actions, ce sont des solutions pour les enjeux environnementaux? Absolument. On a des actions de plaidoyer qui consistent à porter des propos aux dirigeants de la planète, que ce soit d'ailleurs depuis des communes, des petites collectivités, des agglomérations, des régions ou au niveau nationaux, européens, internationaux. Et nous avons aussi des projets concrets de terrain qui montrent, même si c'est à petite échelle, que nous aidons à faire avancer les choses. Alors on va en parler des projets concrets, mais en quoi les îles du Pacifique peuvent-elles être moteurs dans cette question de la lutte contre le réchauffement climatique? Eh bien, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre et qu'on oublie trop souvent, c'est que les océans en bonne santé sont le garant d'un climat en bonne santé. Et vous avez la chance, dans les îles du Pacifique Sud et la Nouvelle-Calédonie en particulier, d'avoir une surface maritime qui est particulièrement importante, conséquente, avec une biodiversité extrêmement riche. Et par ailleurs, il y a quelque chose de beaucoup plus désagréable, mais tout aussi important, c'est que quand on parle de la montée des océans et du réchauffement climatique, c'est souvent sur les îles du Pacifique Sud que les phénomènes avant-coureurs se matérialisent. Alors l'exemple de Tokelau en est l'illustration. C'est une île qui est à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, à son point le plus élevé, et elle risque d'être la première engloutie. Absolument. Tokelau, Vanuatu peut-être qui également risque de souffrir. Le Bangladesh qui concentre sur une population à moins de 2 mètres d'altitude quelques millions d'habitants pourrait arriver ensuite.
Mais je pense que les îles ont en commun la capacité de vouloir et de pouvoir se prendre en main pour faire changer les choses. Et en tout cas, c'est le message qu'on a envie à la fois d'entendre d'Océania et de relayer d'Océania. Donc l'union fait la force, on l'a compris. Pour autant, les systèmes pour protéger les océans ont l'air à bout de souffle. Ils ont vraiment l'air à bout de souffle, vrai ou faux? Alors, moi, je dirais plutôt que rien de sérieux n'a été construit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que la protection des océans telle qu'on la connaît provient du protocole de Montego Bay en 1973 et était essentiellement sur des enjeux militaires. Là, on a besoin de construire ensemble une gouvernance qui soit une gouvernance environnementale et qui d'ailleurs a été plus ou moins décidée dans son mode de fonctionnement à Rio 2012. Et je me souviens d'ailleurs que la première fois où j'ai eu un message clair sur le rôle que la Nouvelle-Calédonie pouvait jouer, c'était à Rio 2012, et c'était le ministre Anthony Lecrin et sa déclaration qui expliquait déjà qu'est-ce qu'il voulait faire avec Océania et comment faire en sorte de faire bouger les choses d'une manière plus dynamique, parce que ce dont on se rend compte dans les océans, c'est que le jeu des grandes nations tel qu'on le connaît ne marche pas sur la question océanique qui nécessite une coopération et qui nécessite que chacun fasse sa part du jeu. Mais concrètement, Monsieur Imbert, qu'est-ce qu'on fait de l'exploitation durable? Est-ce qu'on protège les récifs coralliens? Concrètement, où sont les actions? Parce qu'il y a beaucoup de paroles, mais où sont les actions? Il y a 3 types d'actions qui permettent d'avancer rapidement. La première action, c'est de créer ce qu'on appelle un réseau international d'aires marines protégées qui regroupe à terme 10% de la surface des océans, le terme étant 2020. Pour faire ceci, il y a une action qui a déjà été engagée qui a lieu d'exemple, c'est en fait l'aire marine protégée de la mer de Corail, avec une initiative australienne, une initiative néo-calédonienne. On espère également des initiatives d'autres puissances de la région. Certaines sont dans les tuyaux. La deuxième action concrète qu'on doit arriver à atteindre d'ici à 2020, c'est ce qu'on appelle en des termes jargonneux la protection de la colonne d'eau au même titre que le fond marin. Aujourd'hui, il y a une juridiction compliquée et très parcellaire sur les deux aspects. Si on protège la colonne d'eau, on protège les poissons, on protège l'activité planctonique qui génère la moitié de l'oxygène qu'on respire sur la Terre et on protège des océans en bonne santé. À travers le fond marin, on s'assure que le moyen et le long terme est géré et que la volonté d'exploitation à court terme de la ressource ne vienne pas polluer l'ensemble de l'océan. Qu'est-ce qu'on fait sur les énergies renouvelables? On sait que les énergies fossiles sont condamnées à terme, pas tout près, mais on le sait. Qu'est-ce qu'on fait pour passer à d'autres énergies renouvelables? L'éolien, le marin et le solaire. Eh bien, la première chose que l'on fait, c'est de travailler sur l'efficacité énergétique. Parce qu'on ne se rend jamais assez compte que l'énergie la plus facile à produire, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc, on va traquer tous les gaspillages. C'est bien sûr éteindre les lumières, les chauffages inutiles, mais ça peut être beaucoup d'autres activités, notamment dans le domaine industriel, notamment dans le domaine agricole. Quand on traque le gaspillage, ça veut dire aussi qu'on traque le gaspillage d'argent et qu'on va gagner de l'argent, qu'on va pouvoir mettre pour investir pour des énergies renouvelables de proximité. Mais est-ce que le citoyen lambda est prêt à faire cela ? À partir du moment où il voit que son intérêt économique est aligné avec l'intérêt écologique, oui. Et en métropole, par exemple, l'énergie et l'énergie électrique est relativement peu chère. Vous avez paradoxalement la chance d'avoir une énergie qui est suffisamment chère pour que l'efficacité énergétique et le fait d'aller vers les renouvelables, ça soit aussi un enjeu économique. Alors du solaire, certainement, de l'éolien, certainement, les énergies qu'on appelle hydroliennes, les énergies marines, l'énergie thermique des mers. Un peu plus difficile. Non, le potentiel est là et on croit que c'est difficile parce que les démonstrateurs n'ont pas été encore mis en place. Mais ce sont des sujets sur lesquels il faut se jeter à l'eau, tester ce qu'on appelle des projets pilotes de territoire, donc identifier une zone et un territoire qui est prêt à faire l'expérience, peut-être avoir un petit peu d'argent public et privé à travers un partenariat qui va bien, qui permet de franchir le pas, en se souvenant d'une chose, c'est que pour arriver à être fort dans les énergies renouvelables,
bien sûr, il faut penser à stocker, il faut essayer de trouver des modes alternatifs, mais surtout, il faut être diversifié. C'est quand on fait un mix avec de l'éolien, du solaire, de l'hydrolien et des énergies, en fait, un petit peu nouvelles, qu'on va se rendre compte que tout est équilibré et marche beaucoup plus simplement qu'une seule énergie. Alors venons-en à la gestion des déchets. Dieu sait si c'est un vrai combat. On sait qu'en Calédonie, on fait des choses. Hein. Il y a des communes en pointe, on peut les citer, Nouméa, Mondor et d'autres aussi qui travaillent à cette gestion des déchets. Sauf que on produit en Calédonie 40 kilos d'ordures par an et par habitant en ville et 150 dans un contexte de brousse ou de tribu. Donc on est quand même très haut. Qu'est-ce qu'on fait pour sensibiliser les gens? Qu'est-ce que font les communes et les gouvernements pour aller vers cela? Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui existent ou qui sont en voie d'exister. Pour moi, il y a plusieurs besoins. Il y a un besoin d'objectifs et d'ambition forte, de passer d'une logique de gestion des déchets comme ils arrivent à une logique d'économie circulaire où on va travailler très en amont sur l'éco-conception. Ça coûte, monsieur Humbert, ça coûte aux citoyens, aux contribuables que je suis. Donc ça va nous coûter, vrai ou faux? Plutôt faux. Plutôt faux parce qu'à partir du moment où on a été capable d'avoir une bonne démarche de gestion des déchets à la source, on va être capable d'avoir des filières en fait de recyclage qui sont des filières de recyclage spécifiques. Je vous donne un seul exemple. Aujourd'hui, je n'ose même pas imaginer le nombre de piles qui se retrouvent en fait à la poubelle, que ça soit en ville ou que ce soit dans la brousse. Quand on arrive à avoir une filière pile qui a suffisamment en fait de quantité de piles, à l'intérieur on a des terres rares, on a en fait des métaux nobles, des choses qui se valorisent facilement et qui ont une valeur économique forte. Donc si on arrive à faire ceci, à trier et à réduire, ça veut dire que la taxation sera inférieure demain, donc que non seulement on aura été capable d'avoir une meilleure gestion en amont des déchets, mais en plus on aura un prélèvement qui sera inférieur ou bien la capacité d'investir dans de nouveaux projets de recyclage. Vous avez parlé des piles, mais il y a d'autres déchets qui sont non traités en Calédonie. Hein. Je pense à l'informatique, à l'électronique. On a tous un téléphone portable aujourd'hui, on a tous un ordinateur plus ou moins, oui. Et on ne sait pas comment recycler ce déchet-là et rien n'est fait. Absolument. Donc là, on a des filières et il va falloir d'ailleurs utiliser les 3 jours du Forum Océania pour réfléchir à des solutions concrètes qui permettent de voir que des choses sont faites. Mais je vais être un petit peu provocant. Il y a un domaine que vous citez pas et sur lequel il y a beaucoup de choses à faire aussi, c'est le compostage. Qu'il s'agisse des déchets de restauration ou des déchets alimentaires, ou qu'il s'agisse des déchets des coproduits agricoles. Et là, on boucle par rapport à notre sujet précédent, parce qu'un compostage bien fait permet de faire de la méthanisation de proximité, donc une énergie qui a du gaz, d'origine renouvelable, et qu'on est capable de stocker. Venons-en à la biodiversité, à tout ce qui est agriculture durable, et on va parler aussi de l'eau, qui est un vrai problème, surtout dans les îles. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ces produits qui nous conduisent à l'obésité, qui sont trop sucrés, trop salés, qui sont importés? Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre les OGM? Tout ça, c'est des vrais problèmes de développement durable. C'est absolument. Ce sont des problèmes difficiles. Et ce sont des problèmes sur lesquels on va avoir à la fois des filières à construire et une logique à faire évoluer. On se rend compte que les produits d'importation sont présents en grande quantité. On se rend compte en parallèle que l'agriculture a besoin d'avoir des marchés locaux et d'avoir des marchés qui soient relativement réguliers. Quand on doit redéfinir ces priorités, il faut arriver à réfléchir avec une cohérence territoriale qui se met en place petit à petit. Donc d'un côté, des circuits de distribution qui vont permettre aux agriculteurs qui font le choix de travailler moins d'intrants et de travailler d'une manière plus raisonnée, d'avoir des marchés qui les sécurisent, et puis d'autre part, d'être capable aussi de bannir un certain nombre d'éléments issus des grandes cultures, vous citiez les OGM, qui à partir du moment où on fait le choix de la qualité, ont beaucoup moins de raisons d'exister. Un mot sur les lentilles d'eau douce, elles sont parfois, on va dire, menacées par les impacts. On réfléchit à cela à Océania 21 assez rapidement parce qu'on va arriver à la fin de l'entretien.
On doit réfléchir à ceci d'une manière globale. La question de préserver la qualité des eaux, et en particulier des eaux douces, est une question qui est absolument essentielle. Il existe des solutions de traitement biologique qui permettent de ne pas ajouter de produits, mais d'utiliser les plantes pour faire ce qu'on appelle de la phytorestauration. Ça peut passer par les lentilles d'eau douce et être une solution. Alors, en conclusion, on va dire que Océania 21, c'est une grande messe de plus ou pas? Ça n'est pas une grande messe, c'est quelque chose qui doit avoir un aspect concret, un aspect local et une ambition internationale. La jeunesse peut-elle avoir un rôle à jouer dans ce dispositif? Un rôle qui est un rôle absolument essentiel. En 92, on a eu un message qui a marqué les esprits. C'était le message d'une jeune ado de 12 ans qui nous disait « Vous êtes ce que vous faites ». Si aujourd'hui, autour de ce forum et d'une manière internationale, on peut répondre en disant « Voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous faisons », on aura réussi l'objectif. Merci Nicolas Imbert pour être venu dans ce journal et avoir accepté notre invitation. Et on a 3 jours de débat pour reparler de toutes ces questions. Merci encore. Les travaux ont donc commencé au sommet Océania 21 des pays du Pacifique autour du thème du développement durable et des changements climatiques. Une quinzaine de pays y participent donc à Nouméa, des pays particulièrement préoccupés par la montée des eaux. Brigitte Wapp et Maurice Ségou. Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants? Une question que se posent plusieurs petits pays insulaires du Pacifique. Dans ce film projeté lors du sommet Océania 21, les îles Cook ont lancé un appel pour que les grandes nations limitent le réchauffement climatique. Nous devons encourager la communauté internationale à prendre des mesures urgentes. Elle doit faire des efforts supplémentaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces pays ont également décrit les efforts qu'ils fournissent pour réduire eux-mêmes leurs émissions de gaz à effet de serre, avec notamment le développement des énergies renouvelables. Ils sont dans l'obligation d'obtenir des résultats. Pour le Pacifique, c'est plus qu'un serment d'allégeance. Il y a un manque de ressources, que ce soit au niveau humain ou financier. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions être entendus d'une seule voix. Les partenaires du développement et la communauté internationale ont besoin d'entendre notre position, non seulement de l'entendre, mais aussi qu'ils viennent et voient par eux-mêmes les conséquences du réchauffement climatique. Des pays du Pacifique qui veulent donner l'exemple en matière de préservation et de valorisation des océans, avec aujourd'hui la déclaration d'intention des îles Salomon d'étendre à sa zone maritime le parc marin de la mer de Corail. Nous parlions hier de la relaxe du capitaine du palangrier chinois. L'affaire a mis en lumière une fois de plus le flou des frontières maritimes avec le Vanuatu. À ce jour, aucun accord n'est intervenu. Alors qu'en est-il de cette zone dite de chevauchement entre nos deux îles? Nadine Guapana et Judith Rosta. En matière de frontières maritimes, la compétence appartient à l'État français. À ce jour, aucune convention n'a été signée avec le Vanuatu pour délimiter les zones économiques de chacun. C'est donc le droit coutumier maritime qui s'applique. La coutume, tant qu'il n'y a pas d'accord, c'est d'appliquer la ligne d'équidistance. C'est ce que fait la France avec son dépôt auprès des Nations Unies et c'est ce que faisait également le Vanuatu jusqu'à aujourd'hui. Ce qui correspond à la ligne rouge, éventuellement à la ligne verte. La ligne verte, c'était la ligne correspondant à la carte qui se trouvait à bord du navire chinois dérouté à Nouméa à la fin du mois d'octobre. Avec l'affaire du Houillou, la Cour d'appel révèle un secteur au contour flou dans lequel les zones économiques exclusives de la Nouvelle-Calédonie et du Vanuatu se chevauchent. Cette zone grise, ici marquée en noir et en vert sur la carte, n'est pas revendiquée par le Vanuatu. La zone litigieuse dans laquelle a été attrapé le navire de pêche chinois il y a quelques mois se situe dans la petite partie, la petite boîte verte là qui se trouve ici. S'il y avait une zone grise à déterminer, ce serait plutôt dans cette partie-là. Donc là, on a effectivement une zone très étendue qui ne correspond pas à une revendication de la part du Vanuatu. Un début de solution est sans doute né du sommet Océania 21 qui s'est achevé ce soir. Les pays insulaires participants ont adopté une politique de cogestion des ressources maritimes de leur zone économique exclusive. À partir du moment où il y a des concertations sur une gestion commune de l'ensemble de ces zones économiques exclusives, qui comprennent à la fois celle du Vanuatu, celle
des îles Salomon et également celle de la Nouvelle-Calédonie, on peut légitimement penser que ça peut servir effectivement, on va dire, à lisser quelques problématiques que l'on a entre nous. Contre Océania 21 à Nouméa avec la participation des pays océaniens. Le développement durable était au cœur des discussions. Les jeunes ont pu également s'exprimer. L'occasion de rencontrer et de sensibiliser la jeunesse aux questions d'environnement. Brigitte Wap et Cédric Michaud. 20 ans après, Jean-Michel Cousteau, fils du célèbre commandeur Cousteau, parcourt le monde pour défendre les océans à travers sa fondation Océan Futur. Pour lui, l'important, c'est l'éducation de la jeunesse et cela passe par des échanges avec les écoliers. Comment on peut associer développement et écologie? Le développement, c'est pas une mauvaise chose, mais ce qu'il faut, c'est de développer d'une façon durable. C'est-à-dire que l'investissement qui est mis dans quoi que ce soit rapporte suffisamment pour se remplacer. Des enfants intéressés par les questions liées à leur environnement et qui sont déjà impliqués par la préservation. Parce que généralement, les gens ils gaspillent beaucoup trop de choses par jour et du coup, ça fait plus de déchets sur la terre. Il faut bien prendre soin des déchets. On peut très bien les recycler, les garder chez soi. Il y a des gens qui viennent passer leur après-midi et ils oublient leurs déchets. Alors nous, on passe derrière eux à chaque fois. Tu aurais un message pour eux? Ramassez vos déchets. Jean-Michel Cousteau a reçu des membres d'Océania 21 une conque, le symbole de la parole, qui lui a été confiée afin qu'il la transmette à la communauté internationale. Avoir l'opportunité de venir ici, d'écouter tous ces pays qui représentent un espace marin le plus grand de la planète et qui par conséquent est lié à la qualité de la vie de 7 milliards d'individus sur la planète. Pour moi, c'est des responsabilités monumentales. À partir du moment où Océania 21 prend une position et communique cette position globale représentant tous ces pays au reste de la planète, je pense que ça a un côté très très positif. Et je suis là pour aider. Des étudiants universitaires ont également assisté aux 3 jours de rencontres. Ils ont enregistré un plaidoyer pour l'environnement adressé aux grandes nations. Un appel qui sera relayé prochainement auprès des Nations Unies.